Pour revenir sur l'essentiel, ma position n'est pas du tout une position athée. Je crois très profondément que les individus et les peuples ont besoin de croire, ou sinon de croire, de vouloir se mettre au service de quelque chose, spiritualité, religion, idée, conviction, qui les dépasse absolument. Sinon, alors les choses n'ont plus de sens. Et évidemment, c'est un peu ce que nous voyons aujourd'hui, où la notion du sens est véritablement ce qui s'effondre de plus en plus, à une époque où le lien social est lui-même très largement entamé, où les structures traditionnelles ou organiques, les formes organiques de société se sont elles-mêmes dissoutes dans la modernité marchande, où les repères, bon, là j'enfonce des portes ouvertes, la fameuse perte des repères, bon bien sûr, il y a perte des repères parce qu'il n'y a plus rien qui permet aux gens de se situer. Et il y a d'autant moins que l'idéologie dominante nous dit que tout ce qui est au-dessus ou en amont de nous, ancêtres, passé, culture, n'a finalement rien à nous dire, il doit être rendu muet. On retrouve ça avec la crise de l'école, la difficulté d'enseigner l'histoire, le fait, comme dit Finkielkraut très justement, qu'à l'école, la communication a remplacé la transmission. La crise du sens va de pair avec la crise de la transmission. On ne sait plus comment transmettre et surtout on ne sait plus que transmettre. Et face à cet éclatement ou à cette dissociété, comme certains l'appellent, comment est-ce qu'on n'a pas le risque qu'après, même les gens qui voudraient orienter leur vie de manière plus conséquente, finalement se fabriquent eux-mêmes leur propre sens et à la fin on arriverait à des chapelles différentes qui, bien qu'opposées à la postmodernité, n'arrivent pas forcément à... Oui, bien sûr, c'est un risque, c'est une possibilité, mais je dirais que c'est la caractéristique des périodes de transition. Vous avez dans l'histoire des périodes de transition et nous sommes au centre même d'une période de transition. Ce qui caractérise les périodes de transition, c'est qu'on rebat les cartes, en quelque sorte. C'est vrai à l'échelle de la société particulière dans laquelle nous vivons, c'est vrai à l'échelle des rapports de force dans le monde. Finalement, on voit bien qu'il y aura un nouveau nomos de la Terre, comme dit Carl Schmitt, qu'il y aura un nouvel ordre mondial, pas dans le sens américain du terme, mais un nouvel ordonnancement des rapports de force entre les grands blocs de culture et de civilisation, bâtis nécessairement sur des alliances et des oppositions, mais on ne les voit pas encore se mettre en place d'une façon très nette. Pour que tout ça se mette en place et que ça suive à l'échelle de l'organisation même de la société globale, il faut qu'il y ait un facteur de coagulation qui ne peut résulter précisément que d'un choc, une sorte d'électrochoc de rupture, ce qui nous ramène à la question dont nous parlions tout à l'heure. Je crois à la possibilité d'une telle rupture, ce qui est déjà très important. Je pense qu'elle adviendra parce que je me refuse à croire que l'histoire va rester dans la platitude actuelle, et parce que je vois bien que ça ne peut pas durer éternellement, mais bien entendu, je ne fais pas profession de lire l'avenir, et je ne peux pas dire ça se passera comme ça. Personne ne le peut, d'ailleurs. Alors ça signifie seulement qu'il faut être très attentif, parce qu'il y a toujours des signes avant-coureurs. Sur le domaine économique et financier, les signes avant-coureurs, on est même largement au-delà. Mais il faut être attentif à ce qui vient. Et c'est le rôle de tout un chacun. Moi, en tant qu'intellectuel, je pense que c'est tout particulièrement mon rôle, dans la mesure où, pour moi, un intellectuel, c'est quelqu'un qui essaye de comprendre le moment historique dans lequel il vit, et d'essayer de le faire comprendre. Et ça, c'est parfois difficile pour beaucoup de gens, parce qu'ils sont un peu comme l'insecte qui est contre la vitre, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le recul nécessaire pour voir quel est le moment historique dans lequel ils vivent. Ce qui implique de se dégager un peu de tous les avatars, à la fois de la politique politicienne, des 1001 anecdotes qui remplissent les journaux du soir, et de voir qu'est-ce qui fait sens historiquement. Et c'est dans ce domaine que j'essaye de travailler modestement, mais avec opiniâtreté. Voilà. Peut-être une dernière question.
vous parlez du rôle de l'intellectuel, mais pour autant, vous êtes quelqu'un qui a toujours... Est-ce qu'on peut considérer que vous avez toujours été engagé? Parce que, enfin, en fait, vous êtes pas engagé, mais vous n'avez jamais je suis un intellectuel, je suis un intellectuel engagé. Je ne suis pas un intellectuel militant parce que ça ne veut pas dire grand-chose. Et puis il y a une forme de militantisme qui consiste à répéter des choses auxquelles on ne croit pas soi-même uniquement parce qu'on pense qu'il faut le dire, que je trouve évidemment extrêmement nul, tout simplement. Parce que si on ne développe pas avec sincérité sa pensée, finalement on n'a rien à proposer. Mais je suis engagé en ce sens que je n'écris pas sur le sexe des anges, que ma réflexion est toujours stimulée par le contexte, par les circonstances, que je n'écris pas en 2014 ce que j'écrivais il y a 40 ans, parce que ce n'était pas le même monde, tout simplement. Donc j'essaye toujours d'être attentif à ce qui vient, et de prendre position chaque fois qu'il peut être utile de l'être, ce qui ne veut pas dire défiler tous les 8 jours ou signer des pétitions qui ne servent à rien. Mais oui, un intellectuel, à mon avis, est nécessairement engagé, parce que la neutralité n'a tout simplement pas de sens. Lorsqu'on porte un regard sur les choses, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne pense rien. Bon, là, à ce moment-là, c'est le degré zéro de la pensée. Et sur le fil conducteur de votre pensée, qui a connu plusieurs périodes, oui. Quel pourrait-il être pour vous? Je dirais que le fil conducteur, vous savez, les fils conducteurs, ça doit toujours être très simple. Et après, ça se complexifie, bien sûr. Le fil conducteur, c'est la claire conscience que ce qui fait l'intérêt des choses, du monde et de l'humanité, c'est sa diversité. Et que par conséquent, le danger le plus menaçant, c'est ce que j'ai appelé dans différents écrits l'idéologie du même. L'idéologie du même, c'est-à-dire une idéologie qui a pris différentes formes, religieuses, profanes, de droite ou de gauche, qui est allergique à la diversité et aux différences, et qui systématiquement considère que les différences, ça divise inutilement, qu'il faut les supprimer, faire disparaître les identités particulières, les modes de vie spécifiques, les valeurs partagées, pour créer un homme abstrait, un homme universel, qui soit partout et de nulle part, citoyen du monde, avec une gouvernance mondiale, enfin vous connaissez ce discours. Mais c'est un discours qui vient de loin, ça remonte même à la philosophie grecque, on retrouve des tendances comme celle-là. Alors je crois que cette idéologie du même, c'est vraiment ce qui est le plus menaçant. Et on la voit aujourd'hui s'épanouir sous les formes les plus différentes. La théorie du genre, à laquelle je consacre pour l'essentiel mon dernier livre, c'est aussi l'idée que la différence entre les sexes, finalement, n'existe pas tellement, et que si on veut lutter contre le sexisme, il faut faire disparaître les sexes, de même que pour lutter contre le racisme, pour dire qu'il n'y a pas de race. Donc c'est toujours cette même idée que la différence est inquiétante, ou secondaire, ou pas très importante, voire nuisible, et qu'il faut mettre l'accent sur ce qui permet de réaliser l'unification générale du monde et de l'humanité. Le capitalisme libéral est la plus grosse machine, évidemment, à servir cette idéologie du même, dans la mesure où son essence reposant dans l'illimitation, l'accumulation indéfiniment reportée, toujours plus de marchés, toujours plus d'échanges, toujours plus de marchandises, toujours plus de profits, etc. Sa vocation naturelle est de transformer la Terre en un immense marché planétaire homogène et d'éradiquer tout ce qui peut faire obstacle à cette fuite en avant qui, encore une fois, ne va vers nulle part. Voilà, ça pourrait être le fil conducteur. Parfait. Monsieur de Benoît, je vous remercie. Mais je vous remercie également. Alain Benoît, on parlait à l'instant des étiquettes. Alors on pourrait continuer. La majorité est-elle à droite? Les radicaux de gauche sont-ils à gauche? Je crois que les problèmes ne se posent pas du tout dans ces termes-là. Nous sommes, je le disais tout à l'heure, dans une société bloquée. Nous sommes au sein d'une problématique qui est une problématique essentiellement
économisante, c'est-à-dire qui considère que toute la finalité sociale doit se réduire à une perspective économique. Et je trouve que c'est une chose extrêmement inquiétante. Vous avez d'un côté une majorité qui dit que pour parvenir au bien-être commun, pour parvenir à un plus grand pouvoir d'achat, il convient d'appliquer telle ou telle solution économique, et puis une gauche qui, en face de cela, va proposer d'autres méthodes, le recours en nationalisation, une économie plus encadrée, etc. Mais sur les finalités, en somme, tout le monde est d'accord. Il s'agit toujours que l'on ouvre le catalogue des propositions de la majorité ou que l'on ouvre le programme commun, il s'agit toujours de la retraite vieillesse, il s'agit toujours du SMIC, du pouvoir d'achat, de ceci, de cela, toutes choses dont je ne méconnais pas, bien sûr, l'importance, mais dont il me paraît extrêmement grave de ramener toute la finalité sociale à cela. Et d'ailleurs, depuis 2000 ans, la situation matérielle de l'homme s'est considérablement transformée. Je crois pouvoir dire que malgré tout, elle s'est quand même améliorée par rapport à ce qu'elle a pu être dans les siècles précédents, même si beaucoup de choses restent encore à faire aujourd'hui. Or, est-ce que l'on constate, et pour moi c'est la question fondamentale, est-ce que l'on constate une évolution corrélative du bonheur individuel? Est-ce que les gens sont plus heureux? Est-ce que les gens ont moins de problèmes? Est-ce que les gens se sentent mieux? On s'aperçoit au contraire que non seulement ils ne se sentent pas mieux, que ça ne s'améliore pas, mais que le malaise semble être de plus en plus grand. Alors, si le malaise est de plus en plus grand, alors même que les conditions de vie matérielles évoluent, eh bien alors, c'est que ce malaise a d'autres causes que les problèmes purement économiques, que c'est le problème du sens de la vie, que c'est le problème du sens de l'existence, que c'est le problème des grandes options fondamentales qui donnent une signification à l'existence.